Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu pour cette 24e journée mondiale du bégaiement sur le thème cette année de « Parlons pour créer le changement ». Alors, ce soir, nous avons comme invité, je vous les présenterai un petit peu plus tout à l'heure, Laurent Lagarde et Sarah Hervé. Et pour commencer, nous allons donner la parole à notre président, Yann-Éric de Freycinet, qui va présenter l'association. Bien, merci Elisabeth. Oui, donc l'association aura bientôt 30 ans l'année prochaine, que nous fêterons très dignement. C'est une association très originale dans la mesure où l'association Parole Bégaiement est une association qui compte autant de membres personnes bègues que thérapeutes. Ce qui permet d'avoir un discours et des actions extrêmement riches et très diversifiées. Cette association est bien sûr disponible sur le web à travers son site internet très riche, très complet, plein de ressources, sur lequel nous développons des axes liés à la recherche que nous encourageons, et puis d'autres axes liés aux thérapies et ainsi que directement aux personnes bègues. On a un réseau d'environ 90 délégations, quelque chose comme ça, tout en France. Des délégués qui sont disponibles et à votre écoute dans chaque région. Vous trouverez la liste aussi sur le site de l'association, bégaiement.org. Et puis, des événements aussi qui sont extrêmement importants, notamment liés à la perception que l'on se fait du trouble du bégaiement et pour lequel nous sommes résolument optimistes. À savoir, bien sûr, la Journée mondiale du bégaiement, qui représente un événement national sur lequel toutes les régions participent. Et ici aussi, c'est un événement qui est donc retransmis en direct. Et puis d'autres événements tels que l'éloquence du bégaiement. Nous sommes dans une phase où il est important que le bégaiement, malgré la souffrance qu'il procure, soit dans une dynamique plus optimiste, ouverte sur l'extérieur. L'éloquence du bégaiement permet à 6 finalistes de concourir. Cette année, ce sera au Théâtre Bobino. Et écoutez, vous êtes conviés à venir assister à cet événement qui verra un finaliste personne bègue. Voilà, ça c'était le plus important. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas, vous assistez à une conférence, l'association a besoin de vivre. Il faut adhérer. Vous allez sur la page du site de l'association, bégaiement.org, et je vous laisse à vos porte-monnaies pour nous aider. Merci. Elisabeth. Donc, on va passer. Alors, je vais vous présenter rapidement Laurent Lagarde, qui, dans le cadre, comme Yann-Éric l'a expliqué, on est très attaché à la parité entre personnes qui bégayent et thérapeutes. Donc nous avons 2 représentants. Et Laurent Lagarde est donc une personne qui bégaye, mais on va dire aussi une personne surtout qui écrit. Et ce soir, l'idée, Laurent, c'est plutôt de nous dire écrivons pour créer le changement, c'est ça. Donc, alors Laurent a créé un blog qui s'appelle Goodbye Bégaiement, pour lequel il a écrit un certain nombre d'articles. Et il est également traducteur. Et à travers les traductions, il a beaucoup œuvré à faire changer aussi l'image du bégaiement. Et c'est ce dont tu vas nous parler ce soir. Je rajoute juste une petite chose. Tu as écrit un livre qui s'appelait Goodbye Bégaiement, voyage aventureux, enfin je ne sais plus exactement. Guide de voyage pour les aventuriers du bégaiement. Voilà. Et ton premier roman, qui s'appelle Troisième jeunesse, a été coup de cœur, c'est ça, hein? Oui, coup de cœur d'électrice oui. de Femmes Actuelles. C'est ça. Voilà, je te laisse la parole, Laurent. Ah, mais merci beaucoup. Oui, donc cette soirée, pour moi, a une saveur particulière, parce qu'elle me permet de réunir, en fait, mes 2 parcours d'écriture. Et puis, comme le thème, c'est Parlons pour créer le changement, comme j'ai maintenant quelques décennies de bégaiement, que j'ai donc les 12 ans du blog, je vais vous dire en fait ce qui pour moi a été le grand changement en fait dans le domaine du bégaiement au cours de ces dernières années.
Donc j'en ai pour à peu près 30 minutes, 30-40 minutes. Voilà. Tout dépend aussi du bégaiement, bien sûr. Donc mon parcours, donc j'ai commencé à bégayer à l'âge de 6 ans, ce qui est assez commun. Mes parents sont allés voir leur médecin, ce qui est aussi assez commun, et le médecin, il m'a écouté, il m'a regardé, il a dit à mes parents, ça va passer. Donc on sait qu'il y a environ entre 5, je crois, 5 et 10% des enfants qui passent par une phase de bégaiement. On sait aussi qu'il y a environ 3 enfants sur 4 qui traversent cette phase de bégaiement et qui en ressortent avec une parole fluide. Mais il y a quand même un quart voilà, qui reste comme ça. Donc le médecin avait 3 chances sur 4 d'avoir raison, sauf que moi je faisais partie du quart et donc le bégaiement n'est pas parti. Et l'inconvénient du bégaiement, c'est que lorsqu'il ne part pas, il s'installe bien, il prend ses aises, il prend toute la place sur le canapé. Et c'est un squatter qui est assez difficile à déloger. Donc du coup, j'ai grandi avec ce bégaiement. J'ai connu ce que vous connaissez, enfin ce que les personnes qui bégayent connaissent peut-être, ont connu toutes. D'abord en classe, lorsqu'on n'ose pas lever la main parce qu'on a la réponse, mais on n'ose pas lever la main parce qu'on a peur de bégayer. La terreur d'être interrogé aussi par le prof. J'en étais venu à vraiment développer une peur du bégaiement. En fait, j'ai l'habitude de dire que j'ai passé plus de temps finalement à avoir peur de bégayer qu'à bégayer. Dans le livre là, que j'ai traduit qui s'appelle Conseils pour ceux qui bégayent, qui a été rédigé par 28 spécialistes de la parole américains qui ont la spécificité d'être eux aussi des personnes qui bégayent. Le livre fait à peu près 200 pages et il y a 160 fois le mot peur. Donc ça montre bien que c'est un truc vraiment qui est viscéral. Donc voilà, j'ai vécu durant donc, de longues années dans cette peur. Et puis j'avais deux sentiments qui n'étaient pas très joyeux. Le premier, c'était la souffrance de me sentir seul, que j'avais l'impression d'être une sorte de monstre un peu, qu'il n'y avait pas d'autres gens comme moi. Donc il n'y a qu'une personne sur 100 qui bégaye. Et quand vous en croisez une, ce qui est assez rare, mais quand vous en croisez une, c'est vrai que vous n'allez pas vers elle pour dire « Ah, c'est du bégaye, c'est vachement bien, viens, on va en parler. » Voilà. Donc voilà, donc il y avait vraiment ce sentiment d'être seul. Et puis l'autre sentiment qui était vraiment dur, c'était l'absence d'espoir aussi. C'est que ma mère a tout essayé. Elle m'avait emmené à l'époque chez une orthophoniste, mais on était au millénaire dernier, dans les années 70. Donc l'orthophonie, elle aussi, était, je dirais, balbutiante. Je pense que Sarah était même pas née. Voilà, donc voilà, donc bon, ça n'a pas fonctionné. Et donc du coup, ensuite, ça a été l'acupuncture, l'homéopathie. Elle m'a même emmené chez un magnétiseur. Donc, je me rappelle d'un petit bonhomme avec son pendule qui faisait tourner devant mon ventre. Voilà. Bon, bizarrement, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, j'en étais là. Et donc, je m'étais un peu résigné. J'avais choisi mes études par rapport au bégaiement. J'étais même allé jusqu'à choisir le prénom de mes enfants aussi par rapport au bégaiement. Parce que moi, j'avais développé la phobie en fait des voyelles. Voilà. Donc, par exemple, à l'époque, j'habitais sur Paris, j'étais dans la banlieue parisienne, et donc il fallait que je prenne le train pour aller sur Paris. Et à l'époque, il n'y avait pas encore du tout de guichet automatique, donc il fallait faire la queue. Il y avait un humain qui n'était pas toujours très, très sympathique derrière la vitre, et donc il fallait que je dise oui, j'ai encore du mal, un aller-retour pour Paris. Voilà. Et donc, je faisais la queue et ça montait. Et en fait, tout ce que j'espérais, c'était que la personne qui passait devant moi dise un aller-retour pour Paris, pour que moi, ensuite, je me présente et je dise pareil. Voilà. Et donc, lorsque ça ne se passait pas, et que la personne devant moi demandait autre chose, je faisais semblant
de fouiller dans ma poche pour trouver la monnaie, et donc je laissais passer la personne derrière moi dans l'espoir qu'elle dise le fameux un aller-retour pour Paris. Donc voilà, c'est un petit exemple, et je pense que de toute façon vous les connaissez tous, hein, ce genre de choses. Et donc pour terminer sur la partie Zola et pour aller plutôt vers le positif, en fait, il y a eu 2 déclics, pour moi très très importants. Le premier, c'est que dans le cadre de mon parcours professionnel, j'ai eu la chance, à un moment de ma carrière, je devais prendre un poste où justement je devais vraiment prendre la parole et puis avoir une position d'autorité, etc. Être aussi en contact avec la clientèle. Et j'ai eu la chance que mon entreprise me propose une coach, justement pour m'accompagner. Et donc j'ai eu quelques séances avec elle. En fait, c'était une psychologue, hein. Donc je lui ai parlé, je lui ai expliqué que je me sentais nul, que voilà, que j'y arriverais jamais, que je ne pourrais pas faire ça, que l'on ne pouvait pas tenir ce genre de poste lorsqu'on ne savait pas parler, enfin, etc. Enfin, tous les trucs, toutes les croyances limitantes. Et en fait, cette dame, elle m'a écouté, et en fait, elle m'a dit une simple phrase, mais qui m'a fait un bien fou. Elle m'a dit, mais Laurent, le bégaiement n'est pas une faute, et surtout, ça n'est pas de ta faute. Et cette phrase-là, mais elle m'a fait un bien fou, elle m'a soulagé. C'est-à-dire que, alors c'est vrai que lorsque je le dis comme ça peut paraître bête comme phrase, hein, et que évidemment que le bégaiement c'est pas une faute, et évidemment que c'est pas notre faute, mais ceci dit, on me l'avait jamais dit. Par contre, ce qu'on m'avait dit, c'était prends ton temps, ralentis, respire, voilà. Et donc, quand on vous dit ça, enfin moi, ce que j'entendais, c'était en fait, si tu faisais des efforts, si tu faisais ce qu'il faut, si tu parlais plus lentement, si tu respirais mieux, et ben finalement, tu bégayerais pas. Donc, si tu bégayes, c'est bien de ta faute. Voilà. Donc, il y a eu ce premier déclic qui, pour moi, a été vraiment merveilleux. Et le second déclic, c'est que au début, donc à la fin. Début 2000, on va faire simple, est apparue l'extension de l'Internet. Parce que moi, je fais partie d'une génération qui n'a pas grandi avec Internet, qui a découvert l'Internet, j'avais une trentaine d'années. Et là, évidemment, le premier mot que j'ai tapé lorsqu'il y a eu un moteur de recherche, c'est bégaiement. Bon, sauf qu'à l'époque, sur le bégaiement, sur Internet, il n'y avait rien, ou pas grand-chose, ou des trucs pas très sympas. Et donc, c'est là que j'ai découvert qu'en américain, le bégaiement, ça se disait stuttering. Donc, j'ai tapé stuttering, et là, j'ai trouvé des forums, des sites. Tiens, d'ailleurs, Olivier, tu peux cliquer. Des forums, des sites avec des gens qui témoignaient et qui racontaient leur parcours avec le bégaiement. Donc là, il y en a quelques-uns. Et en fait, c'était génial parce que lorsque je lisais leurs témoignages, je me disais, mais c'est moi ça. Enfin, vraiment, je me retrouvais dans leur parcours. Et surtout, ce qui était génial, c'est que leur parcours, il se terminait bien. C'est-à-dire qu'ils expliquaient comment est-ce qu'ils avaient fait justement pour se libérer du bégaiement. Donc, à la fois, si vous vous souvenez de ce que je vous disais, à la fois, je n'étais plus seul. C'est-à-dire que le fait de se sentir comme ça, isolé, c'était terminé, et j'avais de l'espoir. Et donc, en parallèle, j'ai continué à appliquer les conseils, et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me désensibiliser, en fait, de toutes les situations que je redoutais. Le téléphone, la prise de parole, etc. Et donc, j'ai l'habitude de dire que j'ai appris à m'exprimer comme j'ai appris à faire du ski. C'est-à-dire que j'ai commencé par des pistes vertes, après par des pistes bleues. Je suis tombé, mais c'était pas grave parce que je savais que le fait de tomber, ça faisait partie de l'apprentissage. En plus, c'était pas grave parce que c'était pas ma faute. Voilà, donc ça, c'est aussi très important. Et finalement, je suis arrivé à une situation où finalement, j'ai l'habitude de dire que je parle comme je skie, c'est-à-dire que j'ai un style qui n'est pas très académique, qui n'est peut-être pas toujours très esthétique, mais je passe partout, quoi, même sur les bosses. Voilà. Donc ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Juste pour prendre mes notes. Le blog, oui, juste pour vous montrer le blog.
Donc voilà, ça c'est le blog qui est sur l'adresse www.goodbye-bégaiement.fr. Voilà, donc là vous avez un exemple d'accroche et de titre sur l'acceptation du bégaiement avec un visuel peut-être que vous connaissez pour les plus anciens comme moi, des Full Monty, voilà, qui ont l'habitude de tout montrer, qui sont vraiment dans une acceptation totale. Voilà. Je me raccroche. Oui, tu peux aller au suivant. Et donc, en fait, je suis rentré, alors qu'avant, j'étais dans un cercle vicieux d'évitement, de renoncement, etc., qui faisait que renforcer, en fait, ma peur du bégaiement. Je suis rentré dans un cercle vertueux du bégaiement. Voilà, Donc, en fait, j'avais réalisé que le bégaiement n'était pas ma faute, donc que je pouvais vraiment m'exprimer. Du coup, ça allégeait la pression. Du coup, j'osais donc affronter des situations. J'ai été fier de moi, parce que c'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus fier de soi quand on affronte les situations que lorsqu'on les évite. Hein. Et donc, comme ça, je suis rentré dans un cercle vicieux et j'ai bâti, en fait, la confiance. Donc voilà pour mon parcours. Du coup, on peut recliquer. Juste là, donc ça, ce sont les 3 livres que j'ai donc. Alors, les 2 premiers, donc, ce sont des livres que j'ai traduits, donc qui étaient édités au départ par la Stuttering Foundation of America. Voilà, donc j'ai eu les droits pour pouvoir les traduire. Donc le premier, c'est un livre pour les enfants qui bégayent, de 7 à 12 ans. Et en fait, c'est un livre qui permet là aussi de dédramatiser en fait et d'expliquer à l'enfant le bégaiement. Il y a des lettres pour les parents, il y a des lettres pour les frères et sœurs, il y a des lettres pour les profs. Enfin voilà, c'est un truc que j'avais trouvé super et donc j'avais eu l'idée de le traduire. Et puis l'autre dont je vous ai parlé, et le dernier, c'est donc celui que j'ai écrit et pour lequel je me suis nourri aussi des articles que j'avais pu écrire pour le blog et que j'ai complété par d'autres chapitres et tout. Et donc, c'est un petit guide, voilà, pour voyager et pour apprivoiser son bégaiement. Donc du coup, ce que l'écriture m'a apporté dans ce parcours, la première chose, c'est que l'écriture, elle a permis vraiment de m'exprimer. Elle a permis de me faire comprendre. C'est vrai que le fait que je bégayais, j'étais frustré, je ne pouvais pas dire vraiment ce que je voulais. Et je me rappelle que la première chose que j'ai utilisée pour finalement exprimer ce que je ressentais à mes parents, c'est un poème en fait que j'ai écrit. Alors je ne sais pas quel âge j'avais et je l'ai retrouvé dans un carnet là. Et donc j'avais écrit « Apparemment, il est normal, à la limite du banal. Mais quand il parle, ses mots s'emballent. 3 sons par seconde, c'est phénoménal. Un jour, peut-être, il parlera en divisant ses phrases par 3. Il sera alors normal, à la limite du banal. » Voilà. Et donc, j'avais écrit ça, je l'avais fait lire enfin, je pense pas d'ailleurs que je l'avais dit, je pense que je l'avais fait lire plutôt à ma mère et ça lui avait permis, voilà, donc il n'y avait pas que ça, mais ça lui avait permis de prendre conscience, voilà, de la manière dont je le vivais et dont je le ressentais. Et donc ça a servi pour moi un peu, on dirait, de coming out, quoi, voilà. Et notamment avec mes frères et sœurs. C'est-à-dire que j'ai un frère qui a 11 ans de plus que moi, j'ai une sœur qui a 9 ans de plus que moi. Et jusqu'à ce que je fasse le blog, on n'avait jamais parlé ensemble du bégaiement. Et le fait que je crée le blog, eh ben, on en a parlé. Oui, ça m'émeut encore. Mais on en a parlé. Donc ça montre bien qu'en plus, dans les familles, souvent, c'est un sujet qui est tabou. Parce que je pense que les proches ne savent pas trop quoi faire, ne savent pas trop comment en parler. Et peut-être qu'ils ne prennent pas conscience aussi des répercussions que ça peut avoir. Donc voilà, donc le conseil aussi qu'il faut donner aux familles, vraiment, c'est d'en parler librement, de faire sortir le chat du sac, de le mettre sur la table et de le présenter. Et puis voilà. Et après, les choses souvent se passent très bien. L'autre apport que ça m'a donné, c'est que ça m'a permis de clarifier mes idées. Parce que c'est vrai que
je lis beaucoup, mais j'oublie beaucoup. Voilà. Donc le fait d'écrire, le fait de traduire, le fait de synthétiser, de rédiger, ça m'a permis aussi de mémoriser aussi toutes les belles idées que je pouvais lire. Ça m'a permis aussi de progresser en anglais. Alors à l'écrit, parce qu'à l'oral j'ai toujours un accent aussi pourri, mais le fait de mettre la main là, sur le blog, dans le bégaiement, finalement, et d'être attiré par ces articles en anglais, j'ai dû développer mes capacités et mes compétences pour traduire. Et puis, ce qui a été assez magique, c'est que le fait de commencer à taper sur un clavier, finalement, ça a été un déclencheur. Ça a été un déclencheur parce que, une fois que le blog a commencé à être un petit peu connu dans le monde du bégaiement, on m'a demandé de venir, comme ici ce soir, dans des réunions pour parler. Et donc, ça m'a servi aussi un peu, moi, de laboratoire aussi. C'est-à-dire que j'ai pu venir d'abord dans des réunions où il n'y avait pas trop de monde, dans un environnement qui était assez bienveillant. Et donc, j'ai pu, comme ça, travailler aussi mon expression et ma prise de parole. Puis après, ça s'est fait dans des salles plus grandes, ça s'est fait dans des amphithéâtres. Je suis intervenu à un congrès d'orthophonistes. J'ai été invité en France, en Belgique, en Suisse, au Canada. Enfin, tout ça parce que j'avais commencé en fait à écrire, quoi. Donc ça, c'est magique. Voilà. Et la dernière chose que ça m'a amené, c'est que ça m'a permis, le fait d'écrire et le fait d'avoir des réussites dans l'écriture. J'avais une estime de moi qui était très très faible. Du fait du bégaiement, et le fait d'avoir cette reconnaissance et de ne pas être vu seulement comme le bègue, mais comme quelqu'un aussi qui a d'autres qualités, qui a d'autres caractéristiques. Du coup, là, tu peux cliquer aussi, Olivier. Voilà, ça m'a permis, donc, comme je vous le disais, d'obtenir ce prix qui, pour moi, est l'aboutissement ultime quand on écrit. Voilà, c'était le rêve ultime, une super surprise. Et ce livre, évidemment, c'est clair qu'il n'existerait pas si je n'avais pas bégayé. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que ça m'a apporté moi. Après, sur ce que l'écriture peut vous apporter. Donc j'ai relevé 2 points que je vais vous présenter. Le premier conseil, c'est lorsque vous avez peur, lorsque vous êtes stressé, lorsque vous appréhendez une situation, écrivez. Il y a un psychologue américain, j'ai noté son nom, qui s'appelle Sian Belloc, de l'université de Chicago, qui a mené une étude sur des étudiants, qu'il a divisé en 2 groupes. Et c'était des étudiants qui devaient passer un examen qui était important. Et à l'un des groupes, il leur a dit d'écrire, 10 minutes avant de passer l'examen, d'écrire en fait ce qui les inquiétait, ce qui les stressait, ce qui les appréhendait. Et en fait, ceux qui ont fait ça, ils ont eu des résultats qui étaient bien meilleurs que ceux qui ne l'avaient pas fait. Alors, l'explication qui est donnée, c'est qu'en fait, les soucis qu'on a, les idées noires qu'on a, ça vient polluer en fait notre cerveau, ça vient créer des parasites, ça vient créer des interférences qui nous empêchent d'être performants. Le fait de les mettre sur le papier, en fait, ça permet de les évacuer. Voilà. On les pose et ça permet aussi d'enclencher un processus qui est beaucoup plus positif. Je vous ai mis un exemple juste après. Voilà, ça c'est un exemple réel. C'est un des lecteurs du blog. J'avais donc partagé cet article-là et donc il a appliqué ce conseil. Et donc là, il a écrit ce qui s'était passé pour lui. Donc il écrit « Dans quelques heures, je passe devant 20 personnes. Étant bègue, j'appréhende bien sûr cet exposé. Mes peurs, bloquées souvent, ressentir de la moquerie, de l'incompréhension et un jugement de la part du public. Et aussi qu'une gêne s'empare du public et du prof. Mais j'ai des choses à dire. Il faut que je les dise, je les dirai. Ma valeur en tant que personne n'est pas déterminée uniquement par mon bégaiement. Bon, après, je vous laisse lire la suite. Et j'imagine aussi les sentiments agréables ressentis quand j'arrive à faire passer un message. J'ai divisé son commentaire qui était sur un seul pavé, je l'ai divisé en 2. Pourquoi, à votre avis, est-ce que je l'ai divisé en 2? Moi, la partie gauche, je l'appelle la purge. Il a purgé. Voilà. Il avait ses idées noires, ses idées négatives, ses idées qui le paralysaient,
qui le tétanisaient, il les a écrites. Et une fois qu'il les a écrites, il est passé à autre chose. Il a avancé. Et là, il a découvert qu'il y avait aussi des points positifs et qu'il pouvait aussi s'appuyer sur des qualités. Et il est même allé vachement loin, parce qu'il est même allé jusqu'à imaginer comment il allait se sentir après. Donc en fait, là, il se projette déjà dans la réussite, en fait. Il imagine comment est-ce qu'il va se sentir lorsqu'il aura réussi. Voilà. Donc, le conseil que je peux vous donner, sachant que lui, Clément, il ne l'a pas fait 10 minutes avant, je crois qu'il l'a fait 2 ou 3 jours avant, mais par contre, 10 minutes avant de faire son exposé, il a relu ce qu'il avait écrit. Et ça l'a aidé. Voilà le premier conseil que je peux vous donner. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de tenir un journal. Là aussi, il y a des thérapeutes américains qui s'appellent Lazarus et Fay, qui en fait demandent à leurs patients de tenir un journal. Et ils écrivent « pas de carnet, pas de progrès ». Donc, ce qu'ils leur disent, c'est qu'il faut qu'ils écrivent leur succès. Parce qu'on a tous le syndrome du bulletin de notes. Le syndrome du bulletin de notes, c'est que quand vous êtes parent, maintenant je le suis, votre enfant vous amène son bulletin, il a des A, des B, et à un moment il y a un D, et là tu dis, mais pourquoi tu as eu D? Alors qu'il y a eu 15 A, il y a eu 15 B, mais non, on se concentre sur le point négatif. Voilà. Donc l'idée du journal, c'est vraiment d'écrire, parce que vous avez l'impression que tout se passe mal, peut-être parfois, par rapport à votre parole, mais en fait, vous n'êtes pas conscient qu'il y a quand même il y a quand même un certain nombre de fois, en tout cas, où ça se passe bien. Donc, écrivez-le, et vous pourrez vraiment ensuite vous appuyer là-dessus. Et vous pouvez aussi, pour vous aider, vous pouvez vous poser des questions. Vous pouvez vous dire, mais quelles sont les situations dans lesquelles ça se passe bien? Quelle est la dernière fois où ça s'est bien passé? Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'avais fait avant? Est-ce que j'étais fatigué? Avec qui? Est-ce que j'avais parlé? Enfin voilà, etc., etc. Et donc le fait de tenir ce journal, ça va vous permettre de garder la trace de vos réussites et de suivre aussi vos progrès. Donc voilà l'autre conseil que je peux vous donner en tant qu'écrivain. Voilà. Voilà, donc grâce à l'écriture, donc j'ai pu faire donc plein de choses que j'adore, plein de découvertes. Et donc, c'est ce que j'ai mis dans le titre de la présentation. Écrire, vraiment, ça m'a permis, moi, de créer le changement. Donc, ça m'amène sur le dernier point dont je voulais vous parler. C'était quel est le principal changement, finalement, que j'ai ressenti, moi, dans le monde du bégaiement au cours de ces dernières années. Alors, vous noterez que dans ma présentation, là, je ne suis pas venu vous dire que je bégayais plus. Je ne suis pas venu vous dire que j'avais vaincu le bégaiement, que j'avais terrassé, que je l'avais, voilà. Et je ne suis pas venu pour vous brandir la dépouille du bégaiement. Voilà. Je suis venu pour vous raconter mon histoire et ce que j'ai fait avec le bégaiement. Et pour moi, c'est le grand changement qu'il y a eu au cours de ces dernières années. Olivier, tu peux cliquer. Le grand changement pour moi qu'il y a eu au cours de ces dernières années, c'est qu'on a changé de modèle. Les modèles que l'on donnait aux personnes qui bégayent il y a quelques années, c'était Bérou, c'était Depardieu, c'était Bruce Willis. C'était en fait des anciens bègues. Donc ce n'étaient pas des personnes qui bégayaient, c'était des personnes qui ne bégayaient plus. C'était des anciens bègues et qui, à force de travail, à force de volonté, etc., avaient réussi à terrasser leur bégaiement. Et donc, le message, c'était d'abord, vous travaillez sur votre bégaiement, et puis après, vous ferez ce que vous aimez. Et après, vous réussirez votre vie, pour paraphraser ce que disait un ancien président. Donc, ce genre de phrase, ça avait aussi de quoi... Alors peut-être que ça en motivait certains, mais ça en décourageait aussi beaucoup. Voilà, parce que ça pouvait nous renvoyer sur le fait que nous, on n'y arrivait pas, quoi. Voilà. Et ce qui a changé, c'est que maintenant, il y a des nouveaux modèles. Depuis quelques années, et d'ailleurs, il y en a un dans la salle, si tu peux cliquer. Il y en a un dans la salle. Voilà. Les nouveaux modèles que l'on nous présente,
les nouveaux modèles que peuvent admirer ou que peuvent regarder les personnes qui bégayent, ce sont des personnes qui bégayent. Et ça, c'est pour moi le plus grand changement. C'est-à-dire qu'on a Johan Frege qui chante très bien, qui bégaye beaucoup, qui est venu à la télévision pour bégayer devant des millions de personnes sans chercher à masquer son bégaiement et qui a gagné The Voice. On a Valentin qui est à gauche là. Valentin, que vous connaissez peut-être, qui a gagné La France a un incroyable talent, je crois que c'est ça, sur la 6, et lui qui a créé un spectacle qui s'appelle One Man Beg, où il bégaye très librement et où il parle de son bégaiement avec humour et avec une grande liberté. Et son nouveau spectacle, je suis allé voir, ça s'appelle, je trouve que c'est super joli comme titre, La vie est bègue. Voilà. La vie est bègue. Valentin. Alors Valentin, j'avais noté ce qu'il disait. Il disait qu'il voulait faire comprendre aux autres bègues qui vont mal que tout est possible. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les bègues sont des personnes timides ou introverties. Moi, je veux montrer qu'un bègue peut faire le show. Voilà. Moi, je veux montrer qu'un bègue peut faire le show et que c'est pas parce qu'on bégaye qu'on peut pas aller sur scène, qu'on peut pas faire rire et qu'on peut pas faire ce qu'on aime. Voilà. Nico Garcia, qu'on a l'honneur d'avoir dans la salle, qui lui a participé à un concours d'éloquence sur France 2, donc devant aussi des millions de spectateurs. Et alors, Nico, j'ai noté ce que tu avais dit aussi, j'ai trouvé ça super. Nico nous dit « Aux jeunes bègues et à tous les autres, je souhaiterais leur dire que dans la vie, rien n'est jamais écrit d'avance. Qu'il ne faut pas cesser de croire en ses rêves, aussi différents soit-on. Bannissez le mot impossible de votre vocabulaire. Enfant, je rêvais de passer à la télévision. Pour un bègue, plutôt rêvé, pensais-je. Et pourtant, j'ai trouvé l'énergie nécessaire pour m'extirper de la case du bègue introverti qui m'était destiné. Voilà. Ça, c'est Nicolas qui est avec nous ce soir. Qu'on peut applaudir quand même, franchement. Et puis après, on a ici donc Geneviève Lamoureux, qui est vice-présidente de l'association Bégaiement et Communication à Montréal, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est en train de faire des études pour être orthophoniste, et qui récemment, alors là ça ne marche pas, mais vous pourrez la voir sur Internet, qui a été choisie par Danone pour sa marque Activia pour faire une pub, où en fait c'est elle qui fait la voix off de la pub, et elle l'a fait en bégayant. Donc vous irez la voir, bon, du coup ça fait de la pub, mais c'est Activia, voilà, et avec Geneviève Lamoureux, et franchement cette pub, moi, elle m'a scotché, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui a changé, c'est plus regardez-moi, je ne bégaye pas, regardez-moi, je ne bégaye plus, mais regardez-moi, je bégaye, mais regardez qui je suis. Voilà. Voilà, tu peux cliquer. Un autre exemple de Parlons pour créer le changement, ça se passe chez moi, à Montpellier, c'est Ogba. Alors Ogba, il a 27 ans, il est étudiant. Hop. Je ne sais plus où il est, Ogba, du coup j'ai perdu Ogba. Ogba, il est étudiant, il a un Master 2. Là, il est en train de suivre une formation donc encore supplémentaire pour faire de la haute qualité environnementale. Et en fait, lui, ce qui l'handicape, quand même, il le dit dans ses études, c'est son bégaiement. Et donc, du coup, il a décidé d'aller sur la place de la Comédie à Montpellier, qui est la plus grande place et la plus belle place d'ailleurs de Montpellier, avec donc cette affichette pour dire voilà, je bégaye, je ne demande pas d'argent, venez parler avec moi et on fait un petit échange. Et il dit, moi en fait ce que je veux c'est parler et voilà. Et donc du coup les gens viennent, ils sont super gentils, ça se passe très bien et donc ça lui permet de progresser. Donc lui aussi, voilà, parlons pour créer le changement. Lui pareil, c'est full Monty, j'y vais à fond et voilà. Voilà.
ce que je voulais, et donc je voulais terminer aussi par deux témoignages, si tu peux cliquer, Olivier, qui sont ceux donc de Grant et puis d'Erin. Alors, ce que je voulais aussi dire, c'est que là, c'est vrai qu'on parle de gens qui passent à la télévision, qui font des one-man shows et tout, mais il n'y a pas que ça. Moi, au cours de mon parcours, j'ai rencontré des professeurs qui bégayent, des avocats qui bégayent, des médecins qui bégayent, des banquiers qui bégayent, enfin voilà. Et tous, ils font leur métier avec mention bégaiement. Voilà. Ils sont avocats avec mention bégaiement, ils sont profs avec mention bégaiement, voilà, et ça ne les a pas empêchés d'être de très bons profs, comme Grant. Donc Grant, il est professeur d'université en technologie de l'information en Australie. Et Grant, il dit lui-même hein, qu'il bégaye beaucoup, il a un bégaiement qui est sévère, il grimace, etc. Et pourtant, Grant, il a été élu meilleur conférencier de son université. Et ce qui l'a ravi, Grant, c'est que ceux qui votaient pour ce titre-là, c'était les étudiants. Donc c'est les étudiants qui ont élu Grant meilleur conférencier de son université. Et donc, il a noté, parce qu'en plus, ce qui s'est passé, c'est que Grant, il a eu une inspection d'académie, et en fait, l'inspecteur, dans ses conclusions, il a très bien noté, et il a même noté combien son bégaiement avait amélioré son enseignement. Donc, Grant, il a cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'on disait ça, et donc il a réfléchi, et il dit, bah, c'est vrai que j'informe toujours la classe de mon bégaiement lors du premier cours, c'est-à-dire que j'annonce que je bégaye, voilà. Et les étudiants, ils respectent cette transparence. Donc déjà, ils créent une relation de confiance, en fait, avec ces étudiants. Les étudiants connaissent mon problème et ils voient que je continue pourtant à m'adresser à eux. Cela semble leur inspirer un profond et sincère respect envers moi, ce qui bien sûr est réciproque. Il dit aussi, avec humour, ma parole hachée, entrecoupée de blocages et de variations de tonalité, empêche la conférence de sombrer dans la monotonie. Et puis, ça c'est important, là il parle de la parole, mais il parle aussi, il explique qu'il n'y a pas que ça, mais c'est qu'il y a aussi, lui, d'autres qualités humaines, hein, que la manière dont il s'exprime. Et donc il dit, par exemple, ma porte est toujours ouverte. Et donc les étudiants, ils peuvent venir après les cours pour me voir, pour parler, etc. Et puis, il dit, comme je présente des concepts qui sont parfois un peu complexes, j'utilise des visuels, j'ai des notes complémentaires que je donne après, enfin voilà. Et donc, il bégaye, mais c'est un super prof. Voilà. Et pas parce qu'il bégaye d'ailleurs, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit, au final, j'ai adapté mon enseignement à mon bégaiement, et non l'inverse. J'ai adapté mon enseignement à mon bégaiement et non l'inverse. Voilà. Et le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est celui de Erin. Erin, elle a 16 ans, elle est britannique, elle bégaye. Et Erin, elle a gagné le concours inter-école d'éloquence de Grande-Bretagne. Voilà. Et elle dit, on m'a toujours appris à parler quoi qu'il arrive. Et elle dit, si vous pouvez vous écouter bégayer toute la journée, les autres peuvent bien vous écouter bégayer 10 minutes. Bon, je passe. Je vais peut-être terminer parce que peut-être que j'empiète sur le temps, je ne sais pas, mais. Je crois, oui. Oui, je crois. Voilà. Donc, je vais terminer. Donc, alors, il y avait Paul. Donc, Paul, je vais juste vous dire ce qu'il explique. Lui, il dit, je ne considère donc plus mon bégaiement comme mon imperfection. Je l'appelle maintenant mon opportunité. Mon opportunité de surprendre, mon opportunité de surmonter, mon opportunité d'être différent. Il dit, accueillez celui que vous êtes, acceptez le fait que vous n'êtes pas comme tout le monde et que c'est une bonne chose. Et donc, ça sera ma conclusion. Oui, Johan, Nicolas, Valentin, Geneviève, Ogba, Grant, Erin, Paul et nous tous ne sommes pas comme tout le monde et c'est une très bonne chose. Voilà, merci. Merci Laurent pour cet exposé à la fois riche et touchant.
Voilà, moi je ne peux que vous encourager à lire la troisième jeunesse qui reflète cette même sensibilité. Et vraiment, c'est avec toujours cette idée de pouvoir assumer sa différence. Merci Elisabeth. Donc maintenant, voilà, nous passons la parole à Sarah Hervé, orthophoniste. Voilà, également thérapeute cognitivo-comportementale. Tu pourras peut-être expliquer en quoi ça joue dans ta pratique. Voilà, et tu travailles à la fois avec des patients individuels et en groupe, ce qui t'a donné aussi l'opportunité de créer cette plaquette avec tes patients adolescents. Oui. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Et merci Laurent, parce que voilà, je pense que ce témoignage, il est important à entendre autant pour les parents d'enfants qui bégayent que pour les adultes, les ados et les thérapeutes. Et je crois que parlons pour créer le changement, voilà, c'est parler du bégaiement, mais aussi parler avec un bégaiement et pas malgré un bégaiement. Et voilà, donc moi je vais vous parler plutôt de ma pratique orthophonique, donc plus du côté clinique de la force. Et donc l'idée, ça va être voilà, comment parler du bégaiement avec les familles et puis en classe. Donc je vais d'abord parler du jeune enfant et puis ensuite on parlera effectivement de l'exposé et de la plaquette qu'on a créée. Déjà pour des parents d'un jeune enfant qui bégaye, parler du bégaiement, la question va se poser assez tôt finalement. Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut le relever? Voilà. Et si on en parle, comment on en parle? Et nous, on voit parfois dans notre pratique des parents qui ne savent pas tellement s'il faut nommer les choses. Or, nommer les choses ou en tout cas en parler et le reconnaître dès le début, ça va être très important en fait. Malheureusement, il y a des croyances qui sont là depuis longtemps et qui nous dictaient l'inverse. Dans les années 40, il y a une théorie qui a vu le jour, mais parmi des tas de théories, qui s'appelait la théorie diagnosogénique et qui était basée sur la croyance que le bégaiement, il ne commençait pas dans la bouche de l'enfant, mais dans l'oreille du parent. Et cette théorie, elle était très culpabilisante déjà pour les parents, parce que ça voulait dire que c'était eux qui avaient créé le bégaiement de leur enfant, parce que l'enfant, il avait des disfluences tout à fait normales, des accidents de parole normaux, mais eux, ils savaient un petit peu imaginer, fantasmer un bégaiement, et par leur réaction, eh bien, c'est eux qui avaient créé le bégaiement, vous vous rendez compte? C'était terrible. Et cette théorie, elle a perduré jusqu'au moins aux années 80, mais elle a laissé des traces encore aujourd'hui chez beaucoup de gens, même chez des thérapeutes. Et donc, malheureusement, les principes thérapeutiques qui découlaient de cette théorie, c'était il ne faut pas en parler, parce que si on en parle, on va coller une étiquette à l'enfant et c'est là qu'il va devenir bègue. Et donc, il faut faire comme si de rien n'était. Donc, attitude très nocive, on le sait aujourd'hui, mais à l'époque, on ne le savait pas. Dans les années 80, on a découvert qu'en fait, parler du bégaiement, le reconnaître, ça n'augmentait pas le bégaiement, bien au contraire. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que c'est important de le rappeler, le bégaiement n'est pas la faute des parents. Ce n'est pas les parents qui peuvent créer un bégaiement. Même s'ils étaient assez fous pour vouloir créer un bégaiement chez leur enfant, ils ne pourraient pas, ils n'y arriveraient pas. Donc pour les parents qui nous entendent, je pense que c'est important de leur redire non, si votre enfant bégaye, ce n'est pas de votre faute. Voilà. Et dès le départ, en fait, c'est pas des accidents de parole normaux. Quand un enfant bégaye, il bégaye dès le départ, en fait. C'est pas le parent qui a rêvé ça. Donc c'est important de le reconnaître. Nommer le bégaiement, en parler en tout cas, ça va aussi rassurer l'enfant, parce qu'il se passe quelque chose, lui il le sent bien. Même s'il est petit, parfois on observe des enfants qui vont être frustrés, abandonnés, dire non rien, voilà, qui pleurent parfois, qui vont se replier sur eux, donc finalement ça va être important d'en parler avec lui.
Alors comment? Avec un tout petit de 2 ans, 3 ans, on va pas y aller de manière solennelle en lui disant « Mon enfant, tu lui présentes un bégaiement ». Non. Donc on va évidemment utiliser des mots qui sont à sa portée. On va lui dire « Ah là, je vois que c'est pas facile. Voilà, ouais, des fois c'est pas facile de parler. Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que c'est de ça que tu veux me parler ?» Voilà, lui poser des petites questions pour le guider, l'aider à structurer son discours. Évidemment, taire le bégaiement d'un enfant, c'est également risquer d'instaurer un tabou. Malheureusement, ce tabou, le risque, c'est qu'il induise après chez l'enfant des sentiments de honte et de culpabilité. Donc voilà, on enlève la culpabilité des parents, la culpabilité de l'enfant. Et l'idée, voilà, c'est que l'enfant puisse être dans le plaisir de l'échange, le plaisir de la parole. Je crois que c'est important aussi d'avoir conscience que reconnaître le bégaiement, c'est se donner les moyens d'agir. C'est pas installer le bégaiement, c'est se donner les moyens d'avancer. Il y avait, il n'y a pas très longtemps, une conférence d'une orthophoniste et chercheuse australienne qui s'appelle Kylie Smith et qui fait des recherches sur l'anxiété des enfants qui bégaient. Elle expliquait que les études montraient qu'en fait, un enfant qui commence à bégayer, il n'est pas plus anxieux qu'un autre, contrairement à une autre croyance. Mais que c'est à force d'expériences négatives avec sa parole que petit à petit, il va développer parfois des attitudes justement de repli ou d'abandon, ou en tout cas une souffrance avec son bégaiement. Donc nous, notre rôle d'orthophoniste, ça va être que, évidemment, il n'y ait pas toute cette souffrance qui se mette en place. Et ça va commencer par verbaliser les choses. Donc dès qu'on reçoit une famille, on va tout de suite voir si les choses ont été verbalisées. Quand l'enfant arrive avec ses parents, d'ailleurs même avant le rendez-vous, parfois les parents nous demandent « mais qu'est-ce que je lui dis voilà, est-ce que je lui dis qu'on vient voir un orthophoniste, un docteur le docteur des mots est-ce que je lui dis qu'il bégaye ?» Enfin voilà, c'est la question déjà. Et puis parfois la famille arrive et puis on va voir assez vite que finalement on n'en a pas encore parlé. Et parfois, on en a tellement peu parlé que un parent peut apprendre ce jour-là que l'autre parent a bégayé également. C'est souvent, on a souvent la surprise, et eux aussi. Donc, voire même, il peut apprendre que l'autre parent bégaye encore, mais le cache. Donc, on va verbaliser tout ça, parler de tout ça. On va déculpabiliser tout le monde, et on va démarrer ce qu'on appelle une désensibilisation qui va aller de pair avec les techniques orthophoniques en fait. Et l'idée étant que on puisse montrer même à un enfant qu'on peut parler du bégaiement, c'est-à-dire réduire le tabou, et qu'on peut parler avec un bégaiement, c'est-à-dire réduire l'évitement. Donc là, je vais vous parler de l'enfant un petit peu plus grand et justement de cette désensibilisation. La désensibilisation, elle va avoir vraiment pour but de réduire la peur de parler, de réduire de plus en plus la peur de bégayer. Et ça va se faire de manière graduelle, de manière progressive. Donc déjà dans notre cabinet, évidemment, mais également ensuite, on va parler du bégaiement en fait. On va en parler le plus possible. Alors ça peut être par des histoires. Vous avez des petites histoires comme ça. Voilà. Vous avez ce magnifique livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Je parle comme une rivière », qui est un modèle d'acceptation pour les enfants, qui est formidable. On peut aussi s'amuser à jouer avec sa fluidité, on peut prendre des petites marionnettes et puis faire qu'il y en ait une qui ait une parole qui s'écoule facilement et puis l'autre qui a une parole qui fait des bosses, qui bégaye. Et en fait, on va dédramatiser le bégaiement avec l'enfant. Et on peut échanger les rôles, évidemment, et l'inciter à dédramatiser tout ça, à faire du bégaiement volontaire, mais en jouant. On va aussi lui montrer que nous aussi, on a des accidents de parole et que la parole parfaite, ça n'existe pas.
On va l'inviter à aussi observer dans la parole des autres, des profs, de son entourage, de ses parents, que la parole qui s'écoule tout le temps de manière fluide, c'est un mythe, quoi. Ça n'existe pas. Non. On peut lui proposer de parler de son bégaiement à la famille proche, et puis ensuite à la famille un peu plus étendue, à un copain de confiance, et puis ensuite à un groupe de copains plus important. On peut lui proposer de faire des groupes, en orthophonie, on peut proposer des groupes thérapeutiques pour les enfants, pour les ados, pour les adultes aussi évidemment. On peut l'entraîner en séance à répondre aux remarques, aux moqueries sur son bégaiement. Et puis on peut l'amener, lui proposer en tout cas de témoigner à propos de son bégaiement. Alors ça peut être, selon l'âge et l'envie de l'enfant et ses talents, ça peut être par un dessin, une bande dessinée, un rap, un témoignage écrit, oral, en vidéo, qu'on peut partager avec les autres patients pour que tout le monde puisse partager son expérience. D'autant plus là, avec l'année qui vient de s'écouler, où on ne pouvait pas faire trop de groupes, ça c'était un outil assez intéressant. Et puis, ce que moi je propose depuis un moment à mes patients, c'est de faire un exposé sur leur bégaiement. Et comme beaucoup d'orthophonistes, je ne suis pas la seule, quand on reçoit des patients qui bégayent, on essaie de faire en sorte que à un moment, ils puissent faire un exposé comme ça. Alors moi, je le propose à partir de 7-8 ans à peu près. Et ce que j'ai observé lors de ces années de pratique, c'est que le fait de préparer un exposé en séance, déjà, on ne force pas l'enfant. Moi, en général, je lui dis, on le fait en séance, on le prépare en séance. Si un jour, tu es prêt à le faire en classe, tu me dis, et go, on y va. Et en général, c'est eux qui, à un moment, me disent « Allez, c'est bon, je me sens prêt, on y va ». Et donc, l'avantage de cet exposé, c'est que déjà, quand on le prépare, ça va faire que l'enfant, lui-même, va devenir expert de son bégaiement. Parce qu'il va apprendre pourquoi on bégaye, pour pouvoir l'expliquer aux autres. Il va apprendre à expliquer aux autres qu'est-ce qui se passe pour lui avec sa parole et même à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'aider. Et donc, ça va amener cette expertise chez l'enfant. Ça va ouvrir le dialogue, bien sûr, avec tout le monde, avec les copains, avec les profs. Ça va permettre de sensibiliser l'école, les professeurs, etc. Et puis, ça va permettre évidemment à l'enfant de se désensibiliser de sa peur de parler devant les autres et de parler de son bégaiement. Ça va aussi profiter aux autres élèves qui rencontreront ces profs-là et ces élèves-là, parce qu'ils rencontreront à un moment aussi peut-être d'autres élèves qui bégayent. Et puis, évidemment, le but premier, c'est de réduire les moqueries. Parce que c'est ce qui arrive à l'école parfois, c'est que les enfants qui bégayent vivent les moqueries, voire parfois le harcèlement. Et donc cet exposé, il a vraiment pour but d'informer pour plus de tolérance de la part des autres élèves et aussi pour leur fournir d'autres réactions. Parce qu'en fait, si on rigole, si on se moque, c'est qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Et à partir du moment où on comprend, on est quand même un petit peu plus tolérant. Et surtout, quand on leur propose de les voir donc à la fin de la plaquette, on leur propose de faire autre chose que se moquer. Ça marche assez bien parce que les enfants peuvent se sentir un peu investis d'une mission, quoi. Et enfin, le dernier atout de cet exposé, c'est quand même d'améliorer l'acceptation de la part de l'enfant qui fait cet exposé et de réduire la lutte qui alimente le bégaiement, etc. Et donc quand il fait ça, imaginez un enfant qui bégaye et qui arrive devant sa classe et qui fait un exposé comme ça devant ses copains, en fait il montre que c'est ok pour lui de bégayer. Donc comment vous voulez vous moquer de lui après ? Finalement l'enfant il coupe l'herbe sous le pied des moqueurs. Donc il y a une phrase que j'aime bien pour résumer ça, c'est quand vous acceptez votre bégaiement, le monde n'a pas d'autre choix que de l'accepter aussi. Voilà.
cet exposé qu'on avait élaboré au fil des années avec mes patients, voyant qu'il avait toujours à peu près la même trame, je me suis dit qu'on pourrait en faire un dépliant. Donc voilà, j'ai demandé à ma sœur, qui est infographiste, ma sœur Séverine, qui a accepté donc d'en faire une plaquette qui a été diffusée d'abord sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc sur les réseaux Instagram et Facebook, et puis voyant que les réactions étaient positives, je l'ai proposé à l'association Parole Bégaiement, qui aujourd'hui la diffuse, l'imprime, la distribue, et que vous pouvez retrouver donc en téléchargement gratuit sur le site bégaiement.org. Vous avez une version imprimable et une version qu'on peut projeter comme ça sur un écran pour les professeurs, pour qu'ils puissent le projeter sur le tableau numérique ou voilà, en classe. Donc cette plaquette, voilà, vous avez une première page avec les personnes qui ont bégayé ou qui bégayent encore. Voilà, parce que Joe Biden bégaye encore, et Stanislas Niox-Château, donc le patron de Doctolib. Les autres, c'est parce qu'ils sont morts. Comment? Il n'y a plus parce qu'ils sont morts, les autres. Non. Parce qu'ils sont morts. Non. Voilà, la deuxième page, donc c'est Olivier, si tu veux bien. Voilà. Donc là, c'est vraiment la jeunesse du bégaiement. Hein. Pourquoi on bégaye? Voilà, il y a vraiment ce côté plurifactoriel, en voyant que ça démarre vraiment ici de la base du terrain. D'un terrain qui va être à risque, en tout cas, de créer un bégaiement, un terrain génétique et neurologique, et puis ensuite des facteurs environnementaux propres à l'enfant ou extérieurs. Et ensuite, l'enfant va pouvoir expliquer à sa classe qu'est-ce qui se passe quand on bégaye. Alors voilà, vous voyez ça, vous entendez ça, oui, je bloque, je répète, je vous regarde pas trop, mais aussi à l'intérieur, voilà ce que moi je vis, et je dis pas toujours ce que j'ai envie de dire. Parfois je change les mots, parfois je me tais à cause de ça, et je dis pas toujours la réponse même quand je la connais, et puis j'ai honte parfois, j'ai peur de parler, etc. Et on a tenu à mettre aussi quand même ce qui peut être positif, parce qu'on a des enfants qui bégayent et qui parlent malgré tout, et qui aiment bien parler. Et donc, de montrer que, oui, on peut aussi, dans la partie immergée de l'iceberg, faire avec son bégaiement. Donc, c'est le cercle vertueux que tu montrais tout à l'heure. Et enfin, en dernière page, voilà, l'élève qui bégaye va pouvoir expliquer ce que lui il fait pour communiquer plus facilement, et surtout le point auquel je tenais le plus, c'est le dernier, donc ce que les autres élèves peuvent faire pour l'aider. Donc il va leur suggérer, voilà, quand je bégaye, vous pouvez continuer à me regarder, vous pouvez m'écouter, vous pouvez éventuellement parler plus lentement, etc. Mais voilà, me laisser finir en tout cas. Et m'encourager. Voilà. Et souvent, alors, il arrive que les enfants fassent suivre cet exposé d'un quiz où ils testent leurs copains. Donc, ça permet d'avoir toute l'attention des élèves pendant l'exposé, parce qu'ils savent qu'à la fin, il y aura un quiz. Soit un quiz qui va suivre immédiatement l'exposé, ou parfois quelques semaines plus tard, pour voir ce qui est resté, et pour faire un petit rappel. Voilà. Alors, normalement, on a une vidéo pour... voilà. Il y a des enfants qui ont gentiment accepté de témoigner à propos de l'utilisation de cette plaquette et de leur exposé en classe. Voilà, donc... Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer le bégaiement. Vous savez tous que moi je bégaye. Je bégaye depuis que je suis très petite. Et aujourd'hui je vais vous expliquer le bégaiement. Vous savez tous que des chanteurs, des présidents, des artistes bégayent. La génétique, par exemple, votre mère ou votre père ont des nez qui font ça.
mais vous aussi vous aurez un nez qui... Et si par exemple votre mère a des oreilles d'elfe, vous aurez des oreilles d'elfe. Que par exemple si ma mère ou mon père bégaye, ou quelqu'un de ma famille, par exemple ma tante ou ma cousine bégaye, moi aussi j'ai des risques de bégayer. Et si je bégaye, mon cerveau a du mal à commander ma parole. Le bégaiement, c'est quoi? Le bégaiement, c'est quand les mots ne veulent pas sortir ne pas sortir. Répétition comme bonjour. C'était la répétition et blocage. Par exemple, dans bonjour, et aussi le prolongation. Par exemple, bonjour. Je voudrais vous présenter un exposé sur le bégaiement. Mais comme du coup vous savez tous, je bégaye, mais vous savez pas vraiment ce que c'est. D'abord, le bégaiement, qu'est-ce que c'est? D'abord, le bégaiement, il a une partie qu'on peut voir et entendre, et un peu un double fond. Ça va être la partie cachée du bégaiement. Depuis que je suis habituée au bégaiement, je prends plus confiance en moi vu que j'ai envie de montrer, même si j'ai le bégaiement, je suis fière et je veux montrer à tout le monde que ça va pas gâcher ma vie. Ce que vous ne devez pas faire et même faire le contraire pour m'aider. Le conseil appelle à la volonté. Exemple, ça va être respire, calme et tout. Moquerie, haha, tu bégayes. Reproche, non mais pourquoi tu bégayes? Et aussi quand les autres parlent vite, moi ça va me donner envie de parler vite pour se mettre à leur rythme. Ça va me faire encore plus bégayer. Pourquoi moi j'ai aimé parce que moi j'ai jamais eu le courage de venir en scène devant 24 au moins, devant 2 ou 3, c'est déjà un exploit, mais devant 24 personnes, 23 pardon. C'était impressionnant. Ouais. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est comment j'ai exprimé ce que j'ai dit. Et comment les autres ont aimé mon exposé. À quoi tu as vu qu'ils avaient aimé ton exposé? Il y en a, ils ont dit refais un autre exposé. D'accord. Il y en a, ils étaient. Ils ont applaudi. Ouais. Et même la maîtresse elle m'a dit un petit bravo. Et est-ce que tu conseillerais aux autres enfants qui bégaient de faire un exposé comme ça? Oui, je vous conseille de faire même plus qu'un exposé. Oui, vu que le bégaiement, il faut dire qu'il ne va pas gâcher notre vie. Moi aussi, au tout début, j'étais timide avec mon bégaiement. Mais après, je me suis dit, même avec le bégaiement, je veux être fière, c'est pas aujourd'hui et cela qui va me cacher ma vie. Il faut dire, je m'en fiche du bégaiement, c'est un peu comme, c'est comme un peu un match entre vous et le bégaiement. Il faut essayer que le bégaiement perde et vous gagne. Ça fait, il faut qu'il y ait 3 rondes à 0. D'accord. Qu'est-ce que ça t'a apporté après? Est-ce qu'ils ont changé d'attitude avec toi? Oui. Par exemple, il y en a qui ont arrêté de se moquer. Il y en a qui ont arrêté de me dire arrête de bégayer. Ça, c'était cool quand même. Ouais. J'étais tellement contente. Bon, ils comprennent un peu mieux, quoi. Oui, ma vie, elle a changé. Donc au début, t'avais peur et au final, t'es contente de l'avoir fait. Oh oui, maintenant, j'ai envie d'en faire un millième. Qu'est-ce que ça t'a fait que le prof il explique aux élèves ce que c'est que le bégaiement? Je suis soulagée. Et je vais passer des plaquettes. Il y a des élèves, des profs et aussi il y a mon pote qui est le même gay, qui a le même problème que moi. Voilà, donc tu as découvert un nouveau copain
Oui, Qui bégaye. oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu as entendu que ce garçon bégayait? J'ai passé des petits nuits qu'on a parlé. Et après, il est venu mon ami. Et tu as l'impression que lui, ça l'a soulagé de pouvoir parler du bégaiement aussi? Oui. Hmm. Et aussi, il y a des autres élèves. Je ne connais pas encore qui bégayent. Hmm. Oui, il y en a sûrement. Je peux en avoir beaucoup dans l'Asie qui bégayent, qui ne veut pas en parler. Hmm. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de faire cet exposé devant la classe? Ben, du soulagement, vu que ça va dire qu'on ne va plus se moquer de ma classe. Vu que je leur ai dit, quand on se moque de moi, ça me fait bégayer, voilà, ça me fait des problèmes. D'accord. Que ça te faisait de la peine? Oui. Et pour les autres, à ton avis, qu'est-ce que ça a pu leur apporter que tu leur parles de ton bégaiement? Ben, je pense que ça va peut-être leur apporter du bien, vu que du coup ils savent ce qu'ils doivent faire pour que j'arrête de bégayer. Pour t'aider? Oui. Et du coup ils sont plus informés. Et voilà. D'accord. Moi Bon. en tout cas, si je serais à leur place, j'aurais ressenti ce truc-là. D'accord. Ouais, d'être plus informé et de savoir comment aider quelqu'un qui bégaye. Mais voilà. Vu que moi j'aime beaucoup aider les gens. Est-ce que tu te sens un peu fière de toi d'avoir fait cet exposé? Ben, très fière de moi. Ouais. Et que je me dis que ça peut quand même aider des gens. Il faut être libre. Bravo, merci. De rien. Merci de m'avoir écouté. Je vais peut-être juste rajouter un merci aux parents qui ont accepté la diffusion de cette vidéo, parce que c'est quand même rare d'avoir des enfants qui témoignent, et c'est bien de montrer aux enfants qui bégayent des modèles d'autres enfants. Voilà, non, c'est vraiment très touchant, très intéressant. Et un grand merci aussi pour l'association Parole Bégaiement, parce que là, on a un outil qui est formidable. Merci. Merci à eux. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y en a sur le... Alors sur le chat, il n'y a pas vraiment de questions, il y a des internautes Il y a des qui chatent entre eux. Donc, oui, donc ce que je disais, c'est que dans le chat, il n'y a pas vraiment de questions directes. Excusez-moi. C'est le YouTube, il diffuse avec un retard. Donc on entend la fin des... C'est assez perturbant. Oui, donc il y a surtout des gens qui chattent entre eux. Alors il y a eu beaucoup de commentaires très, très positifs et élogieux sur les exposés de Laurent et de Sarah. En ce qui concerne l'exposé de Laurent, il y a un internaute qui disait que l'origine du bégaiement n'était pas psychologique mais neurologique. Je pense que là, c'est pas vraiment un scoop. Enfin, il me semble. C'est dit dans la plaquette. Une internaute a trouvé le poème de Laurent vraiment très touchant. Je ne sais pas si ça passe par le micro. Voilà. Il y a des questions qui sont... il y a quelqu'un qui a fait remarquer qu'en fait, ancien bègue, l'expression ancien bègue, ça ne veut pas dire grand-chose, qu'en fait, les gens qui se disent ancien bègue, en fait, sont dans un contrôle plus ou moins permanent et qu'on n'arrête jamais vraiment de bégayer. Bon, moi, je me permets de dire à titre personnel que, fort heureusement, un tout petit enfant, il y a des bonnes chances qu'il arrête de bégayer. Du moins, je l'espère. Voilà.
voilà, il n'y a pas vraiment de questions directes. Donc je passe la flambeau. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Alors, je voulais tout simplement vous demander, alors, est-ce qu'on doit virer le bégaiement, ou alors est-ce qu'on doit apprendre à vivre avec? C'est ça la question que je me pose. Bah, moi, ce que je retiens des différentes personnes que j'ai croisées ou que j'ai rencontrées, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règle. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir besoin, qui vont être plus à l'aise dans la lutte et dans le combat et qui vont être fiers d'avoir surmonté ce bégaiement. Il y en a d'autres, comme je l'ai dit, qui vont choisir plus de vivre avec. Alors après, c'est vrai que dans mon exposé, peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas dit quand même, c'est que c'est pas parce qu'on accepte son bégaiement qu'on décide d'avancer avec son bégaiement qu'on ne fait rien quand même possible pour travailler sa parole. C'est-à-dire que c'est pas incompatible. Et moi, je pense que j'ai progressé aussi. C'est-à-dire que le bégaiement que j'ai là, je pense qu'il est plus faible que celui que j'avais avant. Donc j'ai travaillé sur des techniques de fluence, voilà. Donc c'est pas incompatible. Mais après, c'est vrai que chacun va trouver sa voie. Donc il y en a qui vont passer par une orthophoniste ou par un orthophoniste, parce qu'il y a des orthophonistes aussi. Voilà. Il y a certains qui vont travailler avec une orthophoniste ou un, puis ça ne va pas accrocher. Par contre, ils vont aller voir un autre orthophoniste et là, ça va mieux accrocher. Voilà. Il y a des gens qui vont choisir plutôt de faire de l'autothérapie. Il y en a qui vont faire du théâtre. Voilà. Il y a en fait tout un éventail de solutions et il n'y a pas de règle. Voilà. C'est un choix personnel. Ok, d'accord. Merci. C'est bon, ça marche. C'est chiant. Une question en fait pour toi, Laurent. Le fait en fait d'écrire. Est-ce qu'en fait le fait d'écrire, c'est ce que tu vas dire avant, le fait de prendre des notes, de connaître tout ton sujet, parce que tu as travaillé, c'est ce que tu nous expliquais en fait sur des recherches. Est-ce que le fait de maîtriser ton sujet et d'écrire avant de parler, est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis d'être beaucoup plus fluent en fait? Alors oui, c'est-à-dire que là, lorsque comme ça, je fais des présentations, c'est vrai que je ne peux pas rajouter déjà au stress de la prise de parole le stress de ne pas être prêt, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est vrai que le fait de préparer, d'écrire, de faire mon plan, de répéter avant, parce que avant aussi je répète, ça me rassure en fait, quoi. Voilà. Et donc ça me permet d'arriver avec juste l'appréhension comme tout le monde là, de prendre la parole, mais au moins je ne me rajoute pas le stress d'arriver comme un touriste et de ne pas trop savoir ce que je vais dire, parce que là ça serait pire que tout. Oui, donc ça m'aide, oui, bien sûr. Oui, bonjour, donc une question pour toi, Sarah. J'aimerais savoir quelle est la raison qui t'a fait choisir le bégaiement lors de tes études d'orthophonie, parce qu'obligatoirement, je reste persuadé que c'est jamais innocent. Peut-être la partie immergée de l'iceberg. Moi j'ai eu des cours avec Anne-Marie Simon à l'époque.
donc ça fait un petit moment. Et voilà, à partir du moment où elle nous a montré des vidéos de patients qui bégayaient, qu'elle nous a parlé de cette souffrance qui pouvait découler du bégaiement, voilà, j'ai eu une empathie pour ces personnes-là en particulier. Et voilà, aujourd'hui, effectivement, alors dès ce moment-là, j'ai su que j'allais faire un mémoire de fin d'études sur le bégaiement, ensuite me spécialiser dans les thérapies cognitives et comportementales, voilà. Et ensuite, voilà, ça fait 20 ans que je reçois essentiellement des personnes qui bégayent. Oui, donc en fait, il y a maintenant une ou deux questions directement aux intervenants. Est-ce que l'on peut arrêter de bégayer? Donc ça, c'est vraiment direct. Autre question, existe-t-il des avancées au niveau des thérapies ou des traitements médicamenteux? Alors, je prends la première, tu prends la deuxième, je vois. Traitement médicamenteux, non. À l'heure actuelle, il n'y a rien de probant. Ça a été tenté et pour le moment, non. L'autre question, c'est est-ce qu'on peut guérir du bégaiement? Ouais. Alors, il faut savoir que chez les enfants qui commencent à bégayer, on sait que, voilà, on l'a dit tout à l'heure, 3 fois sur 4, il y a une rémission qui est spontanée. Voilà, donc dans presque 80% des cas quand même. Donc oui, à ce moment-là, on peut guérir du bégaiement. Ensuite, il y a des bégaiements qui sont persistants et dans ce cas-là, on peut apprendre à le gérer, on peut apprendre à mieux le vivre. Et quand on le vit mieux et qu'on lui laisse une petite place, finalement, il se fait assez discret. Donc je dirais que, en fait, ça revient à la première question de tout à l'heure. Il y a un peu 2 types de thérapies qu'on peut proposer aujourd'hui en orthophonie. Il va y avoir les techniques vraiment de façonnement de la parole qui sont basées sur le modèle plutôt médical, qui vont viser plutôt à fluidifier la parole. Et puis vous allez avoir d'autres techniques qui vont être plus basées sur l'acceptation et qui vont vraiment être plus sur le modèle social du bégaiement. Voilà, et je dirais qu'aujourd'hui, on va quand même de plus en plus vers les thérapies d'acceptation et d'engagement. Attention, acceptation, ça ne veut pas dire résignation. Encore une fois, quand on accepte, c'est juste qu'on laisse une petite place à son bégaiement et qu'on essaie d'avancer avec ça et qu'on essaie de faire ce qu'on a envie de faire et d'être ce qu'on a envie d'être avec ce bégaiement. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Oui, je pense, moi je trouve aussi que ce terme, le terme acceptation me semble pas, on l'entend beaucoup, pour moi il n'est pas bien choisi, ça veut dire effectivement ne pas se résigner, c'est dans ce sens-là que vous l'utilisez, mais pour moi il y a une connotation justement qu'on se résigne. Alors je ne sais pas, peut-être trouver un autre terme que acceptation, mais j'ai pas de proposition. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, c'est vrai que je l'ai accepté dans le sens où durant très longtemps j'ai quand même été dans la colère aussi. Ouais. Et dans l'incompréhension. C'est-à-dire que j'étais en colère parce qu'il y avait des fois où je bégayais et puis des fois où je bégayais pas. Donc pourquoi quoi? Enfin c'est pas normal. Ça j'ai accepté que c'était comme ça, que le bégaiement, il est intermittent. Voilà, et que pour ça, il y a une grande partie, alors pas tous, attention, mais il y a une grande partie des personnes qui bégayent qui ne bégayent pas lorsqu'elles parlent seules. Voilà. Donc c'est vrai que moi, c'était mon cas. Donc ça m'énervait aussi. Je me disais, mais pourquoi est-ce que quand je suis seul, c'est Broadway, et puis lorsqu'il y a du monde, c'est Beyrouth. Voilà. Mais bon, j'ai accepté voilà, que c'était comme ça. J'ai accepté aussi que ça allait prendre du temps. Parce que c'est vrai qu'on a vu naître, peut-être un peu moins maintenant, mais durant un temps, c'était la grande mode des stages miracles. J'en ai fait moi-même, donc je peux en parler. Des stages miracles des anciens bègues, justement, où en 5 jours, vous éradiquiez votre bégaiement. Bon, voilà. Ça marchait durant quelques jours, puis après, ça revenait. Donc voilà, pareil, j'ai accepté que ça allait prendre du temps. J'ai accepté aussi que j'aurais des rechutes.
C'est-à-dire que, je pense que vous avez tous connu, mais c'est hyper frustrant parce qu'il y a des moments où on a l'impression que c'est bon, ça y est, ça marche et tout, puis paf, on se prend une bonne gamelle. J'ai accepté, voilà, qu'il y a des rechutes, voilà, et qu'il ne faut pas se décourager. Donc c'est ça, pour moi, l'acceptation. Et on parle souvent d'acceptation et d'engagement, c'est-à-dire qu'il y a les dernières générations de thérapie cognitive et comportementale. Donc la thérapie ACT, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est-à-dire on s'engage vers l'action. Alors là, j'ai une avalanche de questions sur le chat. Je vous l'ai dit. Alors, selon vous, quelles sont les origines du bégaiement ? Est-ce héréditaire ? Ça, c'est la même personne. Autre question qui n'est pas vraiment sur le même plan, mais qui a son importance. Pourquoi est-il si compliqué d'avoir une disponibilité avec une orthophoniste ? C'est le parcours du combattant. Ça, c'est malheureusement la réalité. Pardon. Nous aussi, on aimerait bien savoir pourquoi. Ouais. Pourquoi on a toutes 2 ans d'attente dans nos cabinets ? Voilà, il faut alerter le gouvernement. Sachant que pour les personnes bègues, on ne les laisse pas attendre. Non. Surtout les enfants. Voilà. Donc, nous, on fait passer en priorité, effectivement, les jeunes enfants qui bégaient, puisqu'on sait que la prévention, la prise en charge précoce est très importante. Mais voilà. Même comme ça, c'est difficile. Alors, quelqu'un parle du fait qu'il y a aussi... Juste sur quand même l'origine. Quelles sont les origines du bégaiement ? Est-ce héréditaire ? Alors, il y a des études qui ont été faites par des chercheurs américains, chinois aussi, je crois, qui montrent qui ont isolé des gènes qui sont responsables de certains bégaiements, pas de tous. Et donc, ce que l'on sait maintenant, c'est qu'il peut y avoir une prédisposition génétique. Mais c'est une prédisposition. C'est-à-dire que moi, je sais que, j'avais mon oncle paternel qui bégayait. Mais par contre, mon frère ne bégaye pas. Oui. Ma soeur non plus. Donc, on sait qu'il y a une prédisposition, mais forte, qui se déclenche ou pas. C'est assez fort. Ça peut être fort, mais ce que l'on ne sait pas, c'est pourquoi est-ce que cette prédisposition, elle va en fait se déclencher, quoi. Quelle va être la recette en fait la recette du bégaiement? C'est comme celle de Panoramix. C'est ça. Elle est secrète. C'est multifactoriel, comme on disait. Ouais. Voilà, donc une autre question. Mon petit garçon de 5 ans bégaye uniquement à l'école et très très peu à la maison. Pourquoi? Et parfois c'est le contraire. Ouais, et parfois c'est... ouais. Voilà. Après, c'est vrai que c'est ce qu'on disait, c'est qu'en plus, c'est qu'on va en fait construire des expériences traumatiques. Donc quand il y a une situation qui s'est mal passée, par exemple à l'école ou en classe, et il y a un truc qui s'est mal passé, en fait ça s'ancre, et puis lorsqu'on revient dans l'école, c'est vrai qu'on a, c'est un peu comme un stress post-traumatique, quoi. Voilà, c'est qu'on a le souvenir de ce qui s'est mal passé, et moi j'ai l'habitude de dire que je me mettais en mode bégaiement. Voilà, il y avait des fois où j'étais pas en mode bégaiement, et puis des fois où j'étais en mode bégaiement. Et donc ça peut être lié à la personne à laquelle on s'adresse, ça peut être lié à la fatigue aussi que l'on ressent. Il y a plein de critères qui peuvent influer. Oui. Enfin, il y a deux questions qui sont un peu groupées sur les thérapies, disons, autres qui peuvent aider, enfin, autres qu'aller voir une orthophoniste, par exemple, la musicothérapie, la sophrologie, l'écriture. Laurent y a un peu répondu tout à l'heure. Alors, la sophrologie, moi, j'en ai fait, mais voilà, après, c'est mon cas personnel, donc je ne peux pas généraliser. Ça m'a aidé quand même, voilà, mais ça n'a pas suffi. Donc, je pense que ça fait partie des choses qui peuvent aider, et c'est vrai que chacun
peut trouver des aides thérapeutiques qui peuvent fonctionner, oui. Mais voilà, je pense pas que la sophrologie, je pense pas que ça soit suffisant quand même. Ça peut aider. C'est ça. Bien, écoutez, nous allons terminer cette session. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup Laurent, merci à la technique. C'est un exploit aussi que nous avons réalisé en direct. Oui, donc, merci Olivier. Merci au public de s'être déplacé. Et puis, eh bien, au revoir à tous. À bientôt, j'espère sûrement à l'année prochaine, dans tous les cas, pour une nouvelle émission, ou peut-être avant, suivant ce que l'on prévoira de faire. Maintenant, un petit moment de convivialité autour d'un pot, c'est ça, hein? Allez, à tout de suite. Merci.